Le sepsis, c'est une urgence absolue. Et quand on parle d'urgence, chaque minute compte. En fait, chaque heure de retard, c'est un risque de mortalité qui grimpe de presque 8%. C'est énorme. C'est une véritable course contre la montre. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les toutes nouvelles directives pour 2026. L'idée, c'est de se donner toutes les clés pour maîtriser les meilleures pratiques et au final pour gagner cette course. Et voilà, notre feuille de route, toute notre discussion va s'articuler autour de cette infographie, qui est en fait le résumé officiel des nouvelles directives. C'est dense, hein? Mais pas de panique, notre mission c'est justement de la décortiquer ensemble, pas à pas, pour en faire ressortir l'essentiel, ce qui est vraiment crucial à retenir. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre? Eh bien notre parcours est simple, il suit 6 étapes clés. D'abord, on va poser les bases avec les définitions. C'est quoi le sepsis exactement? Ensuite, le dépistage et les biomarqueurs, comment le repère-t-on? Puis on plonge au cœur du traitement, la gestion des fluides, le timing des antibiotiques, ça c'est capital, et l'utilisation des vasopresseurs. Et on terminera avec les supports avancés pour les situations les plus critiques. C'est parti. Allez, on attaque avec la toute première partie, les définitions. Ça peut paraître un peu scolaire, mais c'est fondamental. Pour bien se battre contre un ennemi, la première chose à faire, c'est de savoir précisément qui il est. Alors voilà, le point clé, le truc à bien comprendre, c'est que le sepsis, ce n'est pas juste l'infection. Pas du tout. C'est la réponse de notre propre corps à cette infection qui déraille complètement. C'est une réaction immunitaire qui devient anarchique, disproportionnée, tellement violente qu'elle se retourne contre l'organisme et met la vie en danger. C'est vraiment ça, l'urgence médicale. Et si on continue la métaphore, si le sepsis, c'est l'incendie, alors le choc septique, eh bien, c'est quand tout le bâtiment s'effondre. C'est vraiment le stade d'après, le plus grave. La circulation sanguine ne fonctionne plus, la pression s'effondre et les organes vitaux ne reçoivent plus d'oxygène. C'est le scénario catastrophe, celui que toute la stratégie de soins cherche à éviter à tout prix. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'on cherche, la question, c'est comment on le trouve et surtout comment on le trouve le plus vite possible. C'est tout l'enjeu du dépistage et des biomarqueurs. Et là, attention, on a un vrai gros changement dans ces nouvelles directives. Le fameux score QSOFA, eh bien, on l'oublie pour le dépistage. Il est officiellement non recommandé. La raison, elle est simple, il a une sensibilité trop faible. Il passe à côté de trop de cas au début. Du coup, on se tourne vers des outils bien plus performants comme le NEWS, le MEUS et surtout le NEWS 2 qui a les meilleures performances globales pour vraiment sonner l'alarme à temps. Ok, donc dès qu'on a une suspicion, 2 actions réflexes immédiates. D'un côté, on mesure le lactate, c'est notre témoin de la souffrance des tissus, de l'hypoperfusion. De l'autre, on prélève des hémocultures, au moins 2 paires, pour essayer de mettre un nom sur le microbe responsable. Mais, et ça c'est la règle d'or, c'est non négociable, on ne retarde jamais le début des antibiotiques pour attendre ces prélèvements. Jamais. Bon, le diagnostic est suspecté, on passe à l'action. Première étape du traitement, la gestion des fluides. L'image est simple, c'est comme si on devait remplir le réservoir. La circulation sanguine est défaillante, il faut restaurer le volume rapidement pour que les organes vitaux, comme le cerveau ou les reins, ne manquent plus de carburant. Et pour ça, il y a un chiffre clé à retenir, c'est vraiment la dose de départ, 30 ml par kilo. C'est la quantité de cristalloïdes qu'il faut administrer au tout début. Et attention, il y a aussi une contrainte de temps. Le tout doit passer dans les 3 premières heures. C'est la base, le point de départ de toute la réanimation. D'accord, mais quel fluide on choisit? Là aussi, les recommandations sont assez précises. Le premier choix, ce sont les cristalloïdes balancés, type Ringer lactate. Ils sont préférés au sérum physiologique classique qui, lui, doit être utilisé avec prudence à cause des risques pour les reins. L'albumine, c'est une option si on a besoin de très gros volumes. Et puis, il y a les produits à éviter absolument, à proscrire, les amidons et les gélatines. Trop de risques de lésions rénales. Et ça, c'est un point super important. Après ce premier bolus de 30 ml kilo, on arrête de suivre une recette de cuisine. La suite, c'est du sur-mesure. La gestion des fluides devient dynamique, c'est-à-dire qu'on adapte constamment les apports en fonction de la réponse du patient. On surveille en permanence des variables précises pour savoir s'il faut continuer à remplir ou s'il faut s'arrêter. On a parlé des fluides, maintenant on passe à l'arme anti-infection, les antibiotiques. Et là, on entre vraiment dans le cœur de la course contre la montre. Le timing, ici, ce n'est pas juste un détail, c'est un facteur pronostic majeur. Alors, pour savoir à quelle vitesse il faut dégainer les antibiotiques, il y a une seule question à se poser, une question centrale. Est-ce qu'il y a un état de choc? C'est simple. La réponse à cette question, oui ou non, va déterminer toute la suite. Et la réponse, c'est simple. Si un choc est présent,
ou même si le sepsis est juste probable ou certain, il n'y a pas à discuter, les antibiotiques doivent être démarrés dans l'heure. C'est la règle de l'heure d'or. C'est direct, c'est rapide, c'est non négociable. Maintenant, si le choc est absent et que le sepsis est seulement possible, on n'est pas sûr. Là, on a un peu plus de temps. Un peu. On a jusqu'à 3 heures pour faire une évaluation rapide, pour chercher d'autres diagnostics, et si la suspicion de sepsis persiste, alors on lance les antibiotiques. C'est un délai un peu plus long, mais ça reste une urgence, il ne faut pas se tromper. Ok, on a rempli, on a commencé les antibiotiques, mais parfois ça ne suffit pas. La pression artérielle reste dangereusement basse. C'est là qu'interviennent les vasopresseurs. Leur rôle, c'est un peu comme resserrer les tuyaux du système circulatoire pour faire remonter la pression. Et là aussi, il y a une stratégie claire, une sorte d'échelle thérapeutique. On commence toujours par le premier barreau, la norépinéphrine. C'est le traitement de première ligne. Si l'hypotension persiste, on monte d'un cran et on ajoute de la vasopressine. Et si ça ne suffit toujours pas, troisième et dernier barreau, on peut ajouter de l'épinéphrine. Et tout ça, tout cet arsenal, il a un but bien précis, atteindre un objectif chiffré. On veut maintenir une pression artérielle moyenne, la PAM, aux alentours de 65 mm de mercure. Pourquoi 65 ? Parce que c'est considéré comme le seuil minimum pour assurer une bonne perfusion des organes vitaux. C'est la pression qu'il faut pour que le sang continue d'irriguer correctement le cerveau, les reins, etc. On arrive maintenant à la dernière partie, les supports avancés. Là, on parle des patients les plus critiques, ceux pour qui les premières étapes ne suffisent pas et dont les organes commencent à lâcher. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Côté respiratoire, si le patient a du mal à respirer, on préfère l'oxygénothérapie à haut débit plutôt que l'oxygène classique. Si ça ne suffit pas et qu'il faut intuber, alors on passe en ventilation mécanique, mais avec des réglages très spécifiques pour protéger les poumons. Pour les cas les plus graves, avec un SDRA modéré à sévère, le décubitus ventral, mettre le patient sur le ventre plus de 12 heures par jour, c'est une recommandation forte. Et enfin, si le choc septique persiste malgré tout, on a une dernière carte à jouer, les corticoïdes par voie intraveineuse. Et pour finir cette section, un point qui est tout aussi crucial que ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Les directives sont très explicites là-dessus. La vitamine C, la vitamine D, les immunoglobulines intraveineuses, l'hémoperfusion, tout ça c'est non recommandé. Pourquoi ? Simplement parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune preuve solide de leur efficacité, et ça évite de se lancer dans des traitements inutiles. Et on termine avec une question de réflexion. Le sepsis, on l'a vu, c'est une véritable course contre la montre. Les directives nous donnent la stratégie, la feuille de route. Mais la vraie question au fond, c'est de savoir si nos protocoles et nos organisations sont vraiment prêts à relever ce défi, à gagner ces minutes si précieuses quand le chronomètre démarre.